Bonjour, c'est vraiment un honneur d'être ici en tant qu'humble membre de l'histoire, de la division de l'histoire de chimie, ici à l'Académie qui a fait tellement de choses importantes pour la science. Donc, la division de l'histoire est là pour encourager la recherche dans l'histoire de la chimie. Il publie un bulletin de l'histoire de chimie et présente des plaques dont 58 ont été déjà données depuis son inception en 2006 aux institutions 10 pays. Ils sont censés être en reconnaissance des percées chimiques révolutionnaires, un concept d'importance large et de longue durée, et on espère que les plaques seront affichées de manière à augmenter la visibilité des percées chimiques. Voilà, notre plaque est là. C'est un honneur, justement, de la méthode de nomenclature chimique de Morveau, Lavoisier, Berthollet et de Fourcroy de l'année 1787. Pour mieux apprécier l'importance de cette publication, il faut essayer d'imaginer l'état de la chimie à la fin du XVIIIe siècle. En fait, la chimie n'existait pas comme profession. Il existait des mines et de la métallurgie, des apothicaires, des médecins, des exemples d'artisanat, et il y avait des philosophes naturels, souvent qui s'appelaient des physiciens. Il y avait une nomenclature qui existait déjà, surtout en médecine. Ce qui était en latin, c'était international, c'était partout la même en Europe. C'était basé sur des diverses notions, sur la méthode d'extraction, sur l'apparence ou sur l'utilisation. Et parfois, cette nomenclature existe toujours, comme dans l'exemple du foie de soufre qui est utilisé pour donner une patine au cuivre. Voilà, il y avait aussi des symboles associés, mais je ne vais pas passer longtemps sur cela. Alors, à la fin du 18e, le nombre de substances chimiques connues était en pleine croissance, et certaines n'avaient pas encore de nom. Cette croissance était due en partie à la nouvelle chimie française de Lavoisier, et on avait besoin d'une nomenclature qui a été certainement un peu inspirée du système de taxonomie de Carl Linnaeus. En 1782, Louis-Bernard Guiton de Morveau a proposé 4 règles pour une nouvelle nomenclature chimique qui a inspiré certains efforts en Belgique et en France pour faire une nouvelle nomenclature, mais celui qui a le mieux réussi, c'était en France. En même temps, il y avait une révolution chimique promuée par Lavoisier qui a remplacé la théorie de phlogistique par la théorie d'oxygène. Or, Joseph Priestley était un des grands défenseurs de la théorie de phlogistique. Il faisait la plus grande partie de sa recherche en Angleterre. À un moment donné, il a essayé d'émigrer en France, mais faute d'un blocus militaire, il s'est émigré aux États-Unis. Voilà. Qu'est-ce que c'est la phlogistique? Selon la nomenclature, c'était le principe hypothétique de Stahl. C'était grosso modo la flamme. Quand on brûle du bois, on produit des cendres et de la flamme, donc on pensait que la flamme était déjà dans le bois. Joseph Priestley a découvert, il était un des découvreurs, de l'oxygène, mais il a mal interprété. Il a pensé que c'est l'oxygène qu'il appelait l'air déphlogistiqué, combiné avec le bois pour former le cendre et le phlogistique. Et c'est Lavoisier, avec des mesures précises, qui a démontré qu'il y avait une substance qu'il appelait l'oxygène qui réagissait avec le bois pour former des cendres et rien de plus. Voilà. En fait, il y avait des CO2, mais bon.
De plus important, je pense, c'est que Lavoisier a démontré, il a donné une définition d'une substance, d'un élément comme une substance qu'on ne peut pas décomposer par des moyens chimiques. Et il a démontré qu'au moins un des éléments classiques de l'eau peuvent être décomposés et recomposés pour refaire de l'eau. Et il a donné une liste de 33 éléments. Voilà, ce qui nous mène à notre article. Voici la structure, je ne vais pas passer longtemps là-dessus. Ça concerne qu'une chimie restreinte. Donc, c'est principalement la chimie inorganique des acides bases et sels. Et l'introduction par Lavoisier, c'était intéressant, je l'ai trouvé intéressant de deux points de vue. Il donnait beaucoup de crédit à de Morveau. Je donnais beaucoup de crédit à Lavoisier aussi, je crois. Il a souligné une des théories de la lumière, la théorie de Condillac, pour mettre l'emphase sur l'importance des mots, des bons mots, pour pouvoir bien raisonner. Et puis, on passe à la partie expliquée par Guiton Morveau. Il y a une première partie où il explique l'importance des éléments dans la nomenclature. Et puis, aussi important, c'est qu'il soutenait l'idée de Lavoisier de l'oxygène, qui était, selon Lavoisier, l'engendreur des acides, parce que l'oxygène, en réagissant avec plusieurs composants, formait des acides. Ceci se voit dans les termes comme l'acide sulfurique, qui était plus oxygéné que l'acide sulfureux, et aussi dans les bases sulfate et sulfite. Mais déjà, dans l'article de nomenclature, on voit qu'il y avait quelques difficultés avec cette théorie d'acidité. Donc, les métaux combinés avec l'oxygène n'étaient pas forcément acides. L'acide muriatique devenait de moins en moins fort comme acide quand il y avait de plus en plus d'oxygène là-dedans. Et puis, c'était suivi par un dictionnaire, des tableaux en synonymie qui a facilité la conversion au nouveau nomenclature. Et voici juste un exemple que j'avais choisi où on voit des noms comme carbonate de cobalt, carbonate de cuivre, des noms qui sont toujours modernes, toujours utilisés, avec des anciens noms comme safran de Mars apéritif. Voilà. Et des noms latins. Je pense que les noms latins étaient là pour convaincre les apothicaires à les utiliser. Ensuite, j'ai pris juste une toute petite partie du procès verbal de l'Académie des sciences, où l'Académie en phase que la nomenclature peut être publiée, mais de manière qu'on ne puisse pas en inférer qu'elle adopte ou qu'elle rejette la nouvelle théorie. Donc, l'Académie a pris un peu de distance, pas trop. Puis, il y avait des caractères pour la nouvelle nomenclature, mais ils sont plus importants parce qu'on ne les utilise plus. La réception de cette théorie, initialement, a été assez mitigée. Certains refusent d'abandonner l'ancienne nomenclature. En médecine, en particulier, vous pouvez imaginer, c'est très appliqué, et d'aller commander une médecine avec un nouveau nom. À l'apothicaire, c'était pas commode parce qu'on ne savait pas ce qu'on recevrait. Et finalement, même à l'international, même beaucoup qui acceptaient la nouvelle nomenclature n'acceptaient pas forcément la nouvelle théorie d'oxygène, ce que je trouve intéressant. Voilà. Il y avait aussi un problème que je n'avais pas anticipé quand j'ai commencé à regarder la situation historique. C'était l'époque de l'éveil du nationalisme, et justement, il fallait traduire cette nomenclature dans d'autres langues. Or, le français a été facilement accepté en anglais, parce que l'anglais, c'est un peu comme une éponge, et le français est particulièrement facile à accepter. Ça a été accepté aussi dans une langue latine, mais dans le néerlandais, dans le suédois, dans l'allemand, dans le polonais, c'était beaucoup plus difficile.
Puis, il y avait des ordres scientifiques. Humphrey Davy a démontré en 1808 que l'acide muriatique ne comprenait pas d'oxygène. Les Espagnols, qui est pourtant très favorables à la science française, avaient du mal à accepter le mot oxygène. Ils ont proposé plusieurs mots, mais finalement, ils sont restés néanmoins avec oxygène. Mais les Polonais ont réussi à éradiquer le mot oxygène en 1850 pour le replacer avec un bon mot polonais, tlen, pour brûler. Voilà. Alors, quel est l'héritage de tout cela? Je pense que d'un point de vue moderne, c'est une nomenclature qui est basée sur la composition élémentaire et sur les états d'oxydation. Et puis, il s'agit d'un très bel exemple de la valeur des standards qui est toujours en question aujourd'hui et de la difficulté de les faire accepter. Et finalement, cette nomenclature, au moins une partie de cette nomenclature, est toujours la base de la nomenclature moderne de l'Union internationale de chimie, puis réappliquée, et je pensais finir en donnant la plaque. Voilà. Merci. Merci. Cette plaque, on va la voir en vrai, s'il vous plaît. Venez ici. Il faut une photographie pour la section Histoire de la Société chimique américaine. Voilà cette magnifique plaque, voilà, qui est donc le facsimilé de la première page du livre sur la nomenclature chimique. Un grand merci à la Société chimique américaine. Many thanks to your colleagues of the American Chemical Society. I have a great respect for that. Merci. Voilà.